Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Quelle soirée, quelle semaine. À 3 minutes du précipice, le Paris Saint-Germain renverse l'Atalanta et inverse le cours de son destin. Les cauchemars européens semblent loin, désormais. Comment ont-ils fait ? Alors on commence par les compos, sans surprise, l'Atalanta se présentait dans son système habituel. En l'absence d'Ilicic, on a effectivement la plupart du temps Zapata seul en pointe et un duo Gomez-Pasalic derrière. Pour Paris en revanche, contrairement à ce que dit l'UEFA, Tuchel avait fait le choix d'un 4-3-1-2 avec Neymar en 10. Et donc comme prévu, on a immédiatement retrouvé ce bloc très haut de l'Atalanta et la mise en place d'un marquage individuel sur les premiers relanceurs, ici Zapata sur Thiago Silva, Pasalic sur Kimpembe et Gomez sur Marquinhos, qui pousse Navas à allonger. Ça a été l'action, je dirais, la plus courante de la première mi-temps. J'ai pas tenu un compte précis, mais à la louche, je dirais qu'on a eu entre 8 et 12 dégagements plein axe de Navas. Et alors dans ma vidéo prono de mardi, au moment de parler des clés tactiques potentielles de la rencontre, j'avais évoqué le fait qu'en l'absence de Verratti, en l'absence de ton arme numéro 1 pour casser le pressing, il y avait principalement deux champs d'options. La première, c'était un circuit très direct, Navas-Icardi. Donc en gros, sauter l'entrejeu, allonger et aller jouer les déviations d'Icardi, les seconds ballons potentiels derrière. Ça, c'était la première option. La deuxième, c'était de miser davantage sur les décrochages de Neymar au cœur du jeu, qui aurait donc la responsabilité d'être à la fois à la construction de l'action, mais également à sa conclusion quelques secondes plus tard. Finalement, ce qu'on a eu, c'est un petit peu un mix des deux. Le parti pris a été effectivement de sauter l'entrejeu, sauter la première vague de pression via le gelon de Navas, mais finalement pas tant à destination d'Icardi qu'à destination de Neymar. Et alors ça n'a pas toujours fonctionné, notamment parce que Navas n'a pas le pied d'un Ederson ou d'un Ter Stegen, mais quand ça a marché, ça a bien marché. Sur ces images, on voit un marquage individuel sur les 5 premières options parisiennes. Si Kehrer, côté droit, est trouvé, Gosens va arriver comme une balle, alors Navas allonge et trouve Neymar. Si ce ballon est bien négocié, il élimine 5 défenseurs. D'ailleurs, au bout de 3 minutes, c'est bien une séquence de ce type, grâce à la première déviation de Neymar, qui aspire totalement la dernière ligne de l'Atalanta et qui offre un face-à-face. Et alors, ce moment sera finalement pas décisif au regard du scénario qu'on connaît, mais en revanche, pour ceux qui avaient suivi mes pronos de mardi, je rappelle, le premier, qualification du Paris Saint-Germain, le deuxième, victoire du PSG et but de Neymar, le troisième peut-être, surtout, plus de buts pour le PSG que pour l'Atalanta dans le premier quart d'heure. Bah là c'était plutôt une belle opportunité, malheureusement et de manière absolument incompréhensible. En réalité, Neymar ouvre trop son pied et ne cadre pas Tuchel, devenu Bielsa, n'en croit pas ses yeux. Alors voilà, quand on dit tout ça, on dit une bonne partie de la texture tactique de cette première période. Disons que c'était du classique Atalanta, mais peut-être pas si classique que ça, parce que sur ces phases sans ballon, pour accompagner ce bloc haut, on n'a pas vu un harcèlement incroyable, on n'a pas vu une grosse débauche d'énergie, c'était assez statique, et j'ai noté peut-être un peu moins de désir qu'à l'accoutumée, moins l'envie d'aller gagner des ballons hauts que celle de simplement faire déjouer l'adversaire. Et donc la question intéressante maintenant c'est, est-ce que Paris a effectivement déjoué ? Est-ce que Paris a subi les événements ? Est-ce que dans cette bataille d'idées, Tuchel a été maté par Gasperini ? J'en suis pas si certain. Si l'idée c'est de dire que Gueye et Herrera ont manqué de consistance, ont eu un faible apport avec ballon, à part gratter quelques fautes utiles de temps en temps, là je suis pas nécessairement en désaccord, mais si c'est pour affirmer que la première mi-temps éblouissante de Neymar, et le mot est faible à part pour ses soucis à la finition, on va y revenir, il a été stellaire, si c'est pour dire que cette performance individuelle a sauvé le plan de jeu de Tuchel, là je suis moins convaincu parce que je crois que le plan de jeu c'était justement ça. C'était un Neymar au centre de tout et avec un peu plus d'efficacité dans les deux surfaces, disons au moins un face-à-face qui va au fond et une défense moins légère sur l'ouverture du score de Pasalic, on n'a sans doute pas la même physionomie. Et alors pour ceux qui se demandent si c'était là le bon plan de jeu, malheureusement on n'a pas le portal gun de Rick pour voir comment le match se serait déroulé dans une dimension alternative avec Paredes et ou Draxler en relayeur dès le coup d'envoi par exemple, mais affirmer avec certitude que le plan de jeu n'était pas le bon. C'est estimé qu'en l'absence de Mbappé, en l'absence de Di Maria et en l'absence de Verratti, Paris aurait dû privilégier un circuit de relance classique face à l'équipe qui presse le mieux en Europe. Ça se discute, mais mon avis c'est que Tuchel n'a pas été loin de trouver la meilleure solution avec le matériel qu'il avait à disposition. Et on en aurait peut-être été davantage convaincu encore si ce matériel l'avait pas aussi souvent lâché. Ça j'y reviendrai. Alors ensuite sur la seconde période, pas grand chose qui change, l'essentiel de l'animation parisienne continue à reposer sur un Neymar de plus en plus ciblé, au mépris du règlement d'ailleurs, il a subi 9 fautes et l'Atalanta termine la rencontre avec 6 jaunes. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment,
déjà, je vous remercie. Ensuite, vous savez toute l'estime que j'ai pour le travail de Gasperini. Je crois que j'ai rarement autant vibré devant ma télé que devant l'Atalanta en 2019-2020. Mais je trouve que c'est important de dire que hier, j'ai été assez déçu de voir autant d'anti-jeux et de comportements antisportifs de manière générale. Alors après, je le comprends, je l'entends, ça fait carrément partie du foot. Et au vu du contexte, peut-être que c'est d'autant plus compréhensible. Il y avait une question physique aussi qui l'explique. Mais je trouvais que c'était important de le noter parce que j'ai pas vu grand monde en parler. Je crois pas qu'on puisse dire qu'on ait vu hier une Atalanta belle ou particulièrement noble. Bref, en deuxième mi-temps, ça repart à peu près sur les mêmes bases. Un point physionomique qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la domination de l'Atalanta, extraordinaire, sur phase arrêtée. Et s'il y a bien un point où Paris doit impérativement progresser, a fortiori si l'Atlético sort Leipzig, c'est sur ses coups francs défensifs. Ou à l'heure de jeu, par exemple, Jim City est tout proche d'inscrire le but du break. Et alors là, l'histoire aurait sans doute été sensiblement différente, puisqu'elle va connaître un point de bascule décisif quelques secondes plus tard. Visiblement à la peine, touché ou épuisé, Alejandro Gomez, un des rares hommes en forme de l'Atalanta, cède sa place à Ruslan Malinovski. Sarabia en fait de même pour Kylian Mbappé. Tout change. Désormais accompagné, Neymar va connaître un second souffle et le duo se trouve à répétition dans les zones chaudes. On en a tant parlé que ça me paraît pas si essentiel de revenir dessus, mais Mbappé pour exploiter la ligne haute de l'Atalanta, c'est plus qu'une évidence. C'est pas pour autant qu'on y a nécessairement cru. Quand les minutes défilent et que les occasions sont pas transformées, il y a une forme de fatalisme qui s'installe, je crois qu'on l'a lu d'ailleurs sur plus d'un visage, mais au bout du bout, l'Atalanta, et ça c'est un autre point de bascule majeur, l'Atalanta a plongé physiquement quand Neymar et Mbappé, eux, ont eu la lucidité de remiser dans l'axe pour trouver un partenaire mieux placé. 2 buts dans le temps additionnel, dont il y a beaucoup de choses à dire, et qui ont visiblement soulagé Thomas Tuchel. Alors maintenant, quelle suite ? La première heure du lendemain, que quelque part cette vidéo incarne, on doit sans doute la consacrer à l'Atalanta. Effectivement, l'épopée européenne s'arrête là pour eux. Leur première participation à la Ligue des Champions ne se traduira pas en un dernier carré, et à bien des égards, c'est dommage. On ne sait pas de quoi sera fait leur récit demain, et le club, comme la ville de Bergame, méritait mieux qu'un crève-cœur. Mais après, si on est particulièrement froid, particulièrement sans pitié, on peut estimer qu'au-delà de la différence de qualité individuelle, qui a été par moments flagrante, ce dénouement vient sanctionner l'absence d'un plan B. Comme l'Ajax l'année dernière, et pourtant, il y a tellement de choses qui différencient les deux histoires, mais comme l'Ajax l'année dernière, l'Atalanta a perdu parce qu'elle n'avait qu'une seule vitesse, et que condamnée à tenir un score, elle l'était peut-être aussi à sombrer. Alors maintenant, et peut-être plus intéressant encore, la suite pour Paris, et on aura l'occasion de le vérifier ensemble la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, mais ça pourrait bien être une libération psychologique extraordinaire. Un cap a été franchi en matière de résultats, certes, la première demi-finale de l'RQSI, mais il y a surtout une manière qui interpelle cette fois, et enfin, le PSG est du bon côté du scénario rocambolesque. D'ailleurs, quand on voyait le visage de Thiago Silva en fin de rencontre à 1-0, on y lisait tous les démons, tous les cauchemars refaisant surface, mais après Dortmund, qui avait déjà permis de casser un premier palier, on peut estimer que ce renversement de situation continue de briser la malédiction. Il suffit de jeter un coup d'œil aux réactions suite au but de Choupo-Moting pour s'en convaincre, la narrative se tord et change. Alors du coup, si on se projette un peu, il faut avouer quand même que c'est assez tentant, est-ce qu'on peut être optimiste pour le PSG ? Honnêtement, c'est une toute autre question, et personnellement, je sais pas si des individualités au-dessus du lot, en gros, un duo Neymar-Mbappé comme on l'a vu hier soir, je sais pas si ce sera suffisant la semaine prochaine. La blessure de Keylor Navas est un autre motif d'inquiétude. Ce qu'on peut dire aujourd'hui en revanche, c'est que si le PSG devait sortir en demi aux mains de l'Atlético ou de Leipzig, on et ils, sans doute, auraient du mal à juger leur parcours européen comme étant pleinement satisfaisant. On aurait du mal à ne pas y lire une réelle opportunité manquée. Paris a franchi un cap, certes, mais ce cap en appelle d'autres, et on les vivra ensemble. Alors en attendant, les tops, et évidemment j'ai distingué en premier lieu Neymar, faiseur de toutes les différences, loup solitaire dans la bergerie bergamasque. J'ai compté 3 petits ponts, opta pour sa part à recenser 16 dribbles réussis sur 23 tentés, soit le plus haut total pour un joueur en Ligue des Champions depuis que cette stat existe. Hier, il a donné l'impression de ne pas jouer au même sport que les autres, en bonne partie aussi, car ses adversaires ne l'ont arrêté qu'au mépris des règles. 9 fautes subies et une prestation historique à plus d'un titre donc, surtout car elle continue de matérialiser la transformation de Neymar. La star diva devient une star leader qui a donné le coup d'envoi parfaitement consciente de la responsabilité pesant sur ses épaules. Sans Mbappé, sans Verratti, sans Di Maria, tout dépendait de lui. Passeur décisif et auteur d'une ouverture lumineuse, il n'a pas déçu, et s'il avait su ajuster la mire dans le premier acte, aurait obtenu ma note parfaite. Alors ensuite, la demi-heure de Mbappé est suffisante pour le hisser sur le podium, son entrée change beaucoup de choses, et on espère le voir titulaire dans quelques jours.
Enfin, on aurait pu en citer d'autres, mais dur de ne pas faire une petite place pour Eric Maxime Choupo-Moting, qui est à la conclusion du second but, mais également à la construction du premier. C'est son ballon piqué qui trouve Neymar, sorti de la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions en février, réintégré il y a quelques jours. L'histoire est belle. Et puis enfin donc, niveau flop, il n'a pas été le seul à manquer de jus, mais Duvan Zapata, carbonisé, a vite sombré. Dans un dispositif qui exigeait des latéraux entreprenant balle au pied, j'ai été particulièrement frustré par la prise de décision de Thilo Kehrer. Enfin, on aurait pu parler d'Idrissa Gueye, peut-être aussi de Marquinhos avant son but, d'Icardi, mais l'écart entre l'apport de Sarabia et celui d'Mbappé, immense, ne joue pas en sa faveur. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura plu autant que le match m'a plu. C'était hyper intéressant à suivre, à la fois pour la dimension tactique, le jeu, le terrain, mais aussi toute l'histoire qu'il y avait autour. Ça m'a pas déçu en tout cas. Mais si cette vidéo vous a plu à peu près à la même hauteur, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment. Si vous voulez pas rater la prochaine analyse qui sortira dès demain, on enchaîne. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et c'est de très loin la meilleure manière de m'encourager. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, une excellente journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.